Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. Nous sommes allés rencontrer, dans son atelier parisien, Shlomo Selinger, un artiste franco-israélien, sculpteur et dessinateur de 94 ans. C'est l'un des derniers rescapés de la Shoah. Revenu de l'enfer sur Terre, c'est l'art qui lui a permis de surmonter les souffrances de ce traumatisme, et son œuvre, depuis le début des années 60, est un hymne à la vie, à la mémoire et à l'amour. Pour mieux saisir la puissance de son témoignage à venir, voici son histoire. Shlomo Selinger naît en 1928 à Jaworzno, un petit village près d'Auschwitz, en Pologne, dans une famille juive traditionnelle. À 11 ans, alors que la Deuxième Guerre mondiale commence, les nazis envahissent son pays, et sa famille vit maintenant dans un ghetto. En 1942, à 14 ans, il est déporté vers le camp de concentration de Faulbrück, avec son père, qui va y mourir au bout de 3 mois. Il perdra également pendant la Shoah sa maman et sa petite sœur. Lui va connaître en tout 9 camps de concentration et 2 marches de la mort. C'est à la toute fin de la guerre, alors que les nazis abandonnent les camps en emmenant avec eux les derniers survivants, que Shlomo, laissé pour mort sur un amoncellement de cadavres, est miraculeusement sauvé par un médecin de l'armée rouge, qui entend son souffle et l'envoie vers un hôpital militaire de campagne. Petit à petit, il va reprendre des forces, retrouver la liberté, mais devenir amnésique. Pendant 7 ans, il n'aura aucun souvenir des traumatismes qu'il vient de subir dans les camps. La vie continue malgré tout, et en 1946, il embarque dans un bateau clandestin en compagnie de centaines de rescapés de la Shoah, vers la Palestine. Là-bas, il connaît les premiers kibboutz, mais aussi une nouvelle guerre, en Israël, celle de l'indépendance face aux pays voisins. Ce n'est qu'au début des années 50, finalement, que la vie s'apaise enfin. Il rencontre l'amour, et Ruth, sa future épouse, à 22 ans. Mais c'est également pendant cette période que les souvenirs douloureux des camps reviennent et le hantent. Heureusement pour lui, l'art qu'il découvre va être une véritable thérapie, et en particulier la sculpture. En taillant directement dans la pierre ou le bois, il évacue ses angoisses, comme il le dit lui-même, en représentant son expérience concentrationnaire et surtout son amour inconditionnel de la nature, de la beauté et de la vie. Le couple s'envole ensuite pour Paris en 1956. Shlomo rentre à l'école des beaux-arts et avant de devenir un artiste mondialement reconnu, il s'installe dans cet atelier du 15e arrondissement où nous sommes allés le rencontrer. Au fond d'une cour d'immeuble, un marronnier surplombe des dizaines de sculptures, en granit ou en bois, semblant vivre les unes à côté des autres, comme une famille. Shlomo nous attendait au milieu d'elles pour faire les présentations. Bonjour monsieur. Voilà, Déjà. regardez un peu. Je peux éclairer ici. Mais regardez d'abord Oui, bien sûr. du granit, du bois de chêne, acacia. Lui, il y a des très anciens, qui s'appellent la survie. Et puis ici, puis ça c'est rose, c'est souvenir de ma petite sœur. Ça c'est rose. Oui, ma petite sœur. Regardez. Et ça, c'est un petit animal, là, vous voyez bien. Et ici, c'est la belle bretonne, en granit rose, vous voyez. C'est là-bas que je prends le granit rose. Par exemple, le mémorial que je fais, le mémorial de Drancy, je fais en granit rose. Le mémorial de la résistance à la Courneuve, c'est aussi de là-bas. Donc il y a un petit peu de Bretagne dedans. Ah oui, je suis apparenté avec la Bretagne par le granit. Mais c'est un travail de 70 ans de création ici. Moi-même, j'ai 94 ans. Et je viens tout le matin ici et je travaille. Autrefois, je travaillais toute la journée. Maintenant, je travaille que le matin.
Et après-midi, je me repose, je fais la lecture. Et puis je continue à vivre et à créer. Pour moi, créer, c'est de vivre. Et vivre, c'est créer. Donc, je suis un sculpteur et un artiste qui n'arrête pas. Et je crois que quand je vais arrêter, je ne vais ne plus vivre. Donc, il faut que je travaille pour que je vive. C'est une bonne raison de vivre. Oui, la raison de vivre, c'est de créer et d'aimer. La création, c'est un acte d'amour. Et voilà le tsunami, qui est la suggestion de la Shoah. C'est comme une grande vague d'une catastrophe. Il y a plein de personnes qui sont englouties par une vague. Et la catastrophe était créée par la méchanceté des hommes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh voilà, ça, elle s'appelle Le rêve d'Elena. Elena, c'était ma mère, et qu'elle était assassinée par les nazis avec toute ma famille, avec tous les juifs. Et quand ma fille a eu une petite fille, une petite bébé qui est née, je l'ai fait comme un arbre. La souche, c'est Elena. Comment elle s'appelle, votre petite fille? Elle est déjà très très grande et elle-même, elle a déjà une petite fille qui s'appelle Noah, qui est magnifique. Et comme ça, et la vie recommence chaque fois, comme la nature. Elle se recommence chaque année. Il y a le printemps et chaque année, il y a une nouvelle génération qui recommence. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention de ne pas détruire l'humanité qui est en danger. Chaque fois, il y a la bêtise des hommes qui font la guerre, qui sèment les malheurs, qui détruisent des maisons. On voit, comme aujourd'hui, plein de crimes en Ukraine. Des milliers de personnes qui fuient de leur maison parce qu'ils sont en danger de leur vie. Il faudrait que les êtres humains se rendent compte que la paix est bien pour tout le monde. Et la haine détruit même celui qui met en action sa méchanceté. Mais il faut espérer et il faut célébrer la vie. Malgré qu'ici et là, je fais des sujets des malheurs des hommes, toute mon œuvre, c'est une hymne à la vie. Donc, attention, vive la vie. Et le bois patine avec le temps un petit peu. Oui, c'est ça, beau. C'est du chêne. Et c'est du chêne. On met dessus un peu de cire pour que le bois soit nourri. Le bois, ça se nourrit tout le temps. Et aussi, vous voyez, je travaille le granit qui est dur. Je me suis demandé pourquoi je suis attaché tellement au granit. D'abord parce qu'elle prend la lumière d'une façon extraordinaire. Et puis, elle rayonne ensuite, chargée d'un esprit. Et puis aussi, peut-être parce qu'elle est dure, elle est stable, elle contraste extraordinairement la fragilité des hommes. Depuis plus de 60 ans, dans cet atelier parisien du 15e arrondissement, Shelomo Selinger a donné vie à plus de 800 sculptures, en pierre ou en bois, et à des milliers de dessins, au fusain ou à l'encre de Chine. Si une partie de son œuvre représente ses souvenirs des camps de concentration, elle est très souvent une célébration de la vie et du devoir de mémoire. En 1976, il a notamment réalisé le Mémorial national des déportés à Drancy, situé à l'entrée de la cité de la Muette. Une sculpture composée de 3 blocs de granit rose de 3 mètres de haut qu'il a taillé à la main pendant plus de 2 ans. Pour se souvenir que dans cette cité, transformée en camp d'internement par les nazis, entre 1941 et 1944, plus de 100 000 juifs furent internés ici, avant leur déportation, pour la plupart à Auschwitz. Il est aussi l'auteur du Mémorial de la Résistance à la Courneuve en 1987 et du Monument au Juste parmi les nations de Yad Vashem à Jérusalem. En 2016, pour sa dernière grande réalisation,
le monument aux Juifs déportés du Luxembourg, il s'attaque à un bloc de granit rose, de plus de 3 mètres de haut, dans une carrière bretonne. Ça, c'est ma dernière réalisation monumentale, c'est le Kaddish à Luxembourg. Kaddish, c'est une prière pour les morts juifs. Et là, à Luxembourg, je fais le Kaddish pour les juifs assassinés par les nazis. Inauguré, vous voyez. En granit rose. Évidemment, en granit rose. Le granit, c'est une pierre éternelle et qui va nous survivre, qui va rester pour très longtemps. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Égypte, vous avez des sculptures en granit qui étaient faites il y a 5000 ans. Ils sont toujours là. Voilà. Votre sculpture, si elle dure 5000 ans, on se souviendra aussi pendant longtemps de la mémoire des gens pour qui vous avez fait cette sculpture. Oui, ça aussi. Par exemple, je fais le concours pour le mémorial des déportés à Drancy. Je me suis dit, je vais faire quelque chose que dans 300 ans, si quelqu'un arrive là, à cet endroit, et il verra ce monument à Drancy, il se dira qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé ici. Alors, il va peut-être se renseigner et il verra qu'il y avait dans les années 40 jusqu'à 45, il y avait la Shoah. Il y avait un peuple qui se disait qu'il est supérieur aux autres et il s'est permis de vouloir exterminer un autre peuple, le peuple juif. Nous, les Juifs, nous étions programmés pour disparaître par élimination immédiate par le gaz ou les balles, soit par le travail forcé, en exploitant notre force physique pour construire des usines et des armements. Les nazis nous ont torturés avant de nous ôter notre vie. C'est comme ça que ma mère, ma petite sœur, puis mon père, ils l'ont assassiné. Donc, c'est la mémoire des choses, d'histoires, des tragédies humaines. C'est important de ne jamais oublier. Il ne faut jamais oublier. Car si un peuple oublie son histoire, il est condamné à le revivre. Donc, il faut se souvenir. C'est pour ça que nous, les Juifs, dans toutes les prières juives, on se souvient que nous étions esclaves en Égypte et nous, maintenant, nous sommes des êtres libres. Voilà. Quand je vous regarde, je regarde vos yeux, on a beaucoup de mal à imaginer ce que vous avez vu à 14 ans. À partir de 14 ans, et même plus tôt encore, dans le ghetto, ou même avant le ghetto, quand j'avais 12 ans, dans ma ville Chakova, Yavozno-Chakova, encore avant le ghetto, la communauté juive devait donner des gens pour corvée. Moi, j'étais parmi ceux qui devaient déblayer la neige dans un endroit où il y avait des arbres. Et quand on nous amenait là-bas vers 4 heures du matin, ils ont amené des camions et préparé des cordes sur les arbres. Et puis, plus tard, ils ont amené des gens et toute la ville qui devait venir sur place et ils ont pendu plein de monde. Et d'ailleurs, à la maison, j'ai encore les photos qui étaient faites par les nazis de ça. Et puis, on était obligé d'être là. Et moi, j'étais là à 12 ans, en face de mon moniteur des mouvements juifs qui était pendu là. Et quand on lui a mis la corde sur le cou, il a prononcé une prière juive qui était Shema Israël, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu un. Et il n'a pas terminé. L'échafaud, le bourreau a enlevé la structure et c'est la première fois que je vis un mort. Et pas n'importe quel, c'était mon moniteur du mouvement juif. Et il s'appelait Aaron Diamant. Aaron Diamant. Voilà
c'est là que je commence à voir. C'est très difficile pour nous à entendre, mais c'est très important qu'à travers votre art, à travers votre œuvre... 80 ans. 80 ans. Il y a 80 ans. Des choses comme ça qui s'est passé. Moi, j'ai 94 ans. Bon, vous êtes là avec votre micro, et je lui dis, et parce que c'est le devoir de la mémoire. Il faut se souvenir pour ne pas recommencer ça. En hébreu, la Shoah signifie la catastrophe. C'est ainsi que l'on nomme l'entreprise d'extermination systématique, organisée par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, qui conduira à la mise à mort de près de 6 millions de Juifs d'Europe. Chacun de nous est concerné par le devoir de mémoire. Mais pour se souvenir et transmettre, il faut savoir. C'est la mission que s'est donnée le Mémorial de la Shoah, une fondation qui œuvre pour la diffusion et l'enseignement de l'histoire de la Shoah en direction de tous les publics, et notamment les scolaires. C'est le premier centre de recherche, d'information et de sensibilisation sur l'histoire du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez vous rendre dans plusieurs sites du Mémorial en France, son centre principal à Paris, mais aussi dans 5 musées en région, à Drancy, Orléans, Chambon-sur-Lignon, Clermont et Pithiviers. Ce sont des lieux de mémoire, de pédagogie et de transmission pour montrer à tous les conséquences du racisme et de l'antisémitisme à partir de l'histoire de la Shoah et des autres génocides du XXe siècle. Je chauffe là-haut. Merci. Des dessins, des témoignages des camps de concentration. On est monté dans votre atelier, qui ressemble à une petite chambre où il y a tous vos dessins au fusain. Il y a aussi encore des chines rehaussées par les bleus. Je vous montre ça aussi. Vous voyez? Là, vous êtes en train d'ouvrir votre carton à dessin. Oui. Regardez, asseyez-vous quelque part. Asseyez-vous. Voilà. Les dimanches, dans les camps de concentration, les SS s'amusaient. Ils prenaient des prisonniers, ils mettaient des bouteilles sur la tête, ils tiraient, et s'ils ont raté, c'était pas grave. De toute façon, nous étions programmés pour disparaître. Et là, dans les camps, il y avait l'orchestre qui était fait par les prisonniers. Et parmi les musiciens, il y avait les meilleurs musiciens d'Europe qui étaient là en train de jouer les marches. Et quand nous sortions au travail, quand nous rentrions du travail, on sortait sur le chantier et en rentrant, il était là à jouer ces marches avec un espoir, avec une illusion de survie. Ça, c'est quand un prisonnier s'est jeté sur les barbelés électrifiés. Et ça s'est arrivé souvent quand les nouveaux arrivaient, parce que nous, les anciens qui étaient déjà quelque temps dans le camp, nous n'avions plus cette force, parce qu'on était affamés et torturés, et n'avons plus cette force de mettre fin à notre souffrance. Ce sont des dessins en fusain. Ça, c'est quand l'armée rouge est arrivée à Térésine. Après ma deuxième marche de la mort, c'était déjà la libération. Et moi, j'étais amené à l'hôpital de Térésine. Et un médecin russe a trouvé que je ne suis pas tout à fait mort. Il m'a sorti de parmi les morts et il s'est acharné pour me rendre la vie. Bon, je crois que ça c'est fini. On va regarder maintenant la vie. Attendez, où est-ce que... Bon, je prends ça. Elle est très belle, votre table où vous travaillez, les pots de couleurs. Mon désordre. Oui. Avec les plumes pour dessiner.
Oui. Oui. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, des photographes qui arrivent ici, ils aiment bien cette table. Là, vous nous ouvrez un deuxième carton à dessin. Encre de Chine, rehaussée avec aquarelle bleue. Voilà la vie. Là, c'est la vie pour vous. La vie, de toute façon, la plupart de mon œuvre, c'est la célébration de la vie. Mais en même temps, le devoir de mémoire. Voilà. Vous avez eu de l'amnésie pendant 7 ans. Oui. À la fin des camps, Une fois sorti de l'hôpital, j'étais 7 ans amnésique. Et là, je suis avec des survivants. On est allé par un bateau clandestin en Israël parce qu'Israël était sous mandat britannique et les Anglais interdisaient aux Juifs d'y aller en Israël. Et avec une organisation clandestine, et on nous amenait dans un petit bateau, 700 personnes, on est allé en Israël. Et je suis allé dans un kibbutz qui était au bord de la mer Morte. Et la terre qui avait 17% de sel, nous le lavions avec l'eau du Jourdain. Et c'est devenu un jardin fleurissant. Mais à 1948, à la déclaration d'État d'Israël, les pays arabes autour, ils ne voulaient pas qu'il y ait un État juif. Ils se sont jetés sur nous et donc notre kibbutz était détruit. Et je suis allé après dans un autre kibbutz, quand la guerre d'indépendance a terminé, en Galilée. Et puis là-bas, à un certain moment, la mémoire commençait à revenir. Et en même temps, j'ai rencontré une jeune fille qui est venue visiter notre kibbutz avec son lycée. Et puis je suis allé lui rendre visite en Israël à Haïfa, où elle habitait Mont Carmel. Et nous nous promenions sur le Mont Carmel et je lui empruntais un petit canif et je lui fabriquais un petit bonhomme en écorce du pin. Et elle a trouvé c'est tellement beau que je suis retourné au kibbutz. J'ai pris un tronc d'arbre et un miroir. Et je suis allé dans la menuiserie du kibbutz et je lui ai fabriqué mon autoportrait. Et puis je ne me suis plus arrêté. J'ai commencé à faire la sculpture. J'ai commencé à faire la sculpture pour plaire à une jeune fille. c'est souvent comme ça au début. C'est souvent comme ça. Comment vous êtes arrivé à Paris ? Et donc, 2 ans après, j'ai eu le premier prix des jeunes sculpteurs israéliens. Et je me suis dit, très bien, on trouve que c'est sculpteur, mais la sculpture, qu'est-ce que c'est ? Je ne savais pas. Et puis, un ami qui est revenu de Paris, il était aux Beaux-Arts, il était peintre, il m'a dit qu'à l'école des Beaux-Arts, il y a un prof le meilleur, que c'était Marcel Gimond. Si tu vas à Paris et s'il est d'accord d'être accepté dans son atelier à l'école de Beaux-Arts, tu auras la chance. Bon, je suis arrivé, il m'a accepté tout de suite et voilà. Mais en Israël, j'ai commencé quand même à travailler la pierre en taille directe. Pas comme à l'école de Beaux-Arts, on travaillait d'après le modèle. Donc, le matin à l'école de Beaux-Arts, j'ai fait exactement ce que mon prof voulait. Mais puisque j'ai déjà goûté la taille directe, j'ai trouvé dans les décharges publiques un granit. Et j'ai commencé à travailler cette pierre. Et donc, une pierre, une autre, une deuxième, troisième. Et voilà, maintenant, j'ai des pierres attachées à mes pieds, je ne peux plus bouger. Je suis devenu français, naturalisé français. Et puis, sans faire attention, je me suis retrouvé avec mes 94 ans, à dessiner, à sculpter, à créer, à vivre. Voilà. Et maintenant, tout le matin, j'arrive à cet atelier et je travaille. Et je vis. Et je survis. Et vivre la vie. C'est pour la peine de vivre. Finalement, l'art, pour vous, c'était une urgence. Vous aviez besoin de sculpter et de vous exprimer. C'était ma façon de donner un sens à ma vie. L'art, c'est devenu
essentiel dans ma vie. Sans ça, je n'aurais pas pu, je ne sais pas. Vous savez pas ce que vous auriez fait d'autre? Non. Je ne m'imagine pas que je puisse faire autre chose. Avec l'art qui est à la base de l'humanité. Depuis toujours, l'homme laisse une trace de sa vie par les œuvres d'art. Et moi, peut-être, je suis là et je laisse les traces. Et je trouve que ça vaut la peine de vivre. Et ça vaut la peine d'aimer. Et je crois que Dostoïevski a dit que l'espoir de l'humanité, c'est la beauté. Si vous voulez en savoir plus sur Shlomo Selinger, son histoire et son œuvre, il est possible de venir visiter l'atelier en sa compagnie, sur rendez-vous en prenant contact sur le site internet www.shelomoselinger.fr. Il y a aussi un compte Instagram qui lui est dédié, @shelomoselinger_official, où sont partagées des photos, des témoignages et ses actualités. Vous avez des yeux bleus, très beaux. J'ai les yeux que mes parents m'ont laissés. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.